On va démarrer ce nouveau temps et ce nouveau parcours un petit peu de formation de cet après-midi. Merci à toutes et à tous de nous retrouver en ligne pour ce nouveau webinaire organisé par la Cardi de Créteil autour de la question de la professionnalité enseignante. Alors, il y a à peu près un an, Catherine Guéguen, qui nous avait accompagnés, avait apporté son regard sur ce que pouvaient ressentir les enseignants dans le cadre de leur travail après cette fameuse crise sanitaire que nous avons tous traversée et qui continue d'une façon ou d'une autre à nous impacter. Ces années avaient été marquées par des situations professionnelles inédites, parfois déstabilisantes, et avec elle, nous avions cherché comment se retrouver avec nos élèves. Elle nous avait apporté son éclairage et vous pouvez retrouver son intervention très riche également sur le site de la Cardi. Aujourd'hui, donc un an après, nous allons poursuivre cette exploration de la relation pédagogique en nous interrogeant sur ce qui peut faire sens et sur ce qui peut donner du sens au travail dans la classe, à la mission des enseignants du primaire au lycée. Qu'est-ce qu'être enseignant, éducateur et transmettre? Comment penser, comment repenser sa professionnalité aujourd'hui entre dilemmes, tensions, complexité et valeurs? Pourquoi complexité? Parce que le monde de l'école, et vous le savez, puisque vous en êtes des praticiens au quotidien, ce monde de l'école est de plus en plus complexe, ce qui peut légitimement fragiliser, rendre plus vulnérable, alors que la plupart du temps, nous n'avons pas choisi ce métier par hasard. Alors, grâce aujourd'hui à 6 enseignants qui ont accepté de témoigner de leur pratique et de leur cheminement, souvent ponctué de doutes, ponctué de difficultés, nous allons ensemble interroger notre professionnalité. Ces parcours seront commentés par vous, Christophe Marsollier, que nous remercions vraiment infiniment d'être parmi nous. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, docteur en sciences de l'éducation, et vous vous intéressez plus spécifiquement à la question de l'éthique relationnelle. Donc, grâce à vous, nous allons pouvoir avoir un éclairage sur ce que les enseignants vont partager. Et je vous propose que l'on démarre immédiatement. Donc, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et nous y répondrons. Nous allons les regrouper pour ensuite transmettre ces questions à Christophe Marsollier. Et nous allons donc démarrer par l'école primaire avec l'intervention du réseau Jean Lolive de Pantin. Donc, bonjour à tout le monde, je suis Pascal Lahaye, je suis coordonnateur REP+, sur un réseau d'éducation prioritaire à Pantin. Et on a un travail collectif depuis maintenant 4 années avec bon nombre d'enseignants sur une démarche comment construire les compétences psychosociales des élèves à l'école élémentaire, à l'école primaire d'une façon générale. Et puis dans cette démarche, il est aussi question de voir comment ce travail incite les enseignants à leur propre réflexion, à leur propre capacité de transformation et à redéfinir aussi leur métier. Voilà ce que je peux pour l'instant dire. Donc on fait ça depuis 4 ans, on est organisé en collectif, ça se passe à la fois sous la forme de formation théorique et aussi d'observation collective dans des classes. Et depuis l'année dernière, on collabore avec la Cardi parce que ça offre une nouvelle dimension à notre travail, notamment cette dimension réflexive partagée. Alors, peut-être rappeler, Pascal, ce qu'on entend par compétences psychosociales, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qui mériterait d'être repartagé. On va dire grosso modo que ça concerne en fait tout ce qui va permettre à l'élève, d'appréhender soit ses émotions, d'appréhender sa relation à l'autre, d'appartenir au groupe. En fait, c'est tout ce qui va le faire devenir à un moment donné un futur citoyen. Donc c'est la capacité à être en dialogue, à être en échange, en discussion, en collaboration avec les autres. Et puis, c'est aussi des compétences qui permettent à l'enfant lui-même de construire sa propre capacité à s'appréhender, à se gérer. Très bien. Alors Tarek, est-ce qu'on vous entend? Oui, donc comme l'a dit Pascal, ça fait plusieurs années qu'on suit en fait un projet autour de le travail sur les compétences psychosociales des élèves. Et en fait cette année, j'ai pour la première fois en fait la chance d'accueillir dans ma classe des élèves qui donc du coup qui ont bénéficié de ce travail-là avec deux de mes collègues, donc Audrey Vigneron donc qui n'arrive pas à se connecter et Madame Marion Grand.
Et comme je le dis, en fait, comme j'en avais déjà parlé avec Pascal et avec les différents participants, en fait, c'est la première année où je me retrouve avec un groupe d'élèves avec lequel je n'ai pas eu ce qu'on attend généralement en début d'année. Je précise que j'ai des élèves de CM2, donc en REP+, où on a l'habitude de faire un petit peu le gendarme, mettre en place les règles de vie et autres. Et en fait, je me suis retrouvé très rapidement avec des élèves déjà en fait conscients de tout ça, euh, capables en fait, de réagir tout de suite en cas de problème on va dire pas de discipline parce que c'est pas souci de discipline, mais de conflit entre eux, où en fait il y a même des fois où certains de leurs conflits en fait ne transparaissent même pas parce qu'ils sont capables de les gérer en amont entre eux. Et j'apprends par la suite, s'est passé quelque chose. En fait, ce qui transparaît dans mon travail en tant qu'enseignant, c'est que j'ai des élèves avec lesquels je peux tout de suite entamer un travail pédagogique dans d'autres matières parce qu'en fait, ils sont très à l'écoute, dans l'empathie entre eux et avec moi, ce qui fait qu'ils sont vraiment très disponibles dans les apprentissages et ce qui crée en fait une très belle cohésion dans la classe et ce depuis depuis le début de l'année. Ce qui permet en fait moi, en tant que professionnel, d'être beaucoup plus apaisé aussi. Et en fait, c'est ce qui ressort un petit peu de ce projet qu'on a suivi en fait depuis plusieurs années. Où au départ, en fait, je vous avoue, j'étais totalement sceptique en me disant bon encore une fois, qu'est-ce qu'on va essayer de nous apprendre. Parce qu'en fait, je voyais que l'intérêt pour l'élève et pas pour moi. Et au final, en fait, j'ai été vraiment très surpris de voir que ça m'a impacté moi-même humainement et professionnellement. Où quand je dis je fais confiance à mes élèves, ce n'est plus seulement en fait de la théorie, mais c'est réellement le cas. Je leur fais confiance autant en tant qu'individu et en tant qu'élève, de par leur capacité aussi bien dans le travail pédagogique que dans leur attitude en tant qu'élève et futur citoyen. Ce qui fait que là, par exemple, on est parti en classe de neige au mois de janvier et pas une fois, je n'ai eu besoin réellement de les rappeler à l'ordre ou de leur rappeler les règles de vie parce qu'en fait, c'est installé chez eux. Ce qui fait qu'en fait, je dis que j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir, en fait, de profiter de cela et de le vivre. Merci. Est-ce que Audrey va réussir à parler? On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Tarek et puis je vais poser deux petites questions à Monsieur Marsollier. Donc effectivement, nous sommes partis en classe de neige ensemble. Donc moi j'ai une classe de CE2 dans la même école que Tarek. Et en fait, il y a eu, on a tous les deux des élèves autonomes, responsables. Ils s'autorégulent. En fait, on n'a pas eu de souci de recadrage. Il y a quand même une grande différence, enfin, il y a une différence d'âge entre nos élèves, mais en fait, on avait mélangé les garçons et les filles, même dans les classes. Donc, ça donne des élèves qui ont un sentiment, je pense, d'appartenance au groupe et qui en fait, voilà, quel que soit le groupe, en fait, il y a une capacité à trouver sa place et être singulier parmi les autres. Il me semble que ça, ouais, c'est un des avantages de nos élèves. Voilà. Alors, la question que nous avions à poser donc à Monsieur Marsollier, c'est est-ce que vous pensez que c'est envisageable en fait d'intégrer dans la formation des jeunes enseignants, mais aussi des moins jeunes, le développement des compétences psychosociales, puisque en fait nous on en voit le bienfait. Et puis la deuxième question, c'est que comme c'est quand même un travail, oui, un cheminement personnel et impliquant, pardon, impliquant individuellement, comment faire que la majorité des enseignants y adhèrent, comment faire qu'il n'y ait pas de réticence. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Donc, si pour le groupe de Jean Lolive, c'est bon, Monsieur Marsollier, une petite réaction, puis ensuite on va donner la parole à Anne-Laure. Oui, donc bonjour à tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Très Je suis heureux bien. de passer ce moment avec vous, mercredi après-midi, et que notamment qu'on parle de ces fameuses compétences psychosociales dont on entend de plus en plus parler au niveau national et qui, depuis une vingtaine d'années, sont déjà, euh, je dirais, dans certains pays, des objets de réflexion, parce que de nombreux acteurs ont mesuré qu'il s'agit de la trame de fond des compétences qui sont en jeu, à la fois dans euh, la capacité des élèves à mieux réussir et donc à appréhender les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs apprentissages, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent sur le plan relationnel et les difficultés de leur vie. Du coup, ça a une incidence aussi pour la question de la gestion mentale, de la capacité à maintenir un équilibre, un bien-être, hein, donc un équilibre dans les besoins physiques, physiologiques et surtout psychologiques. Donc, en termes de prévention de la santé mentale, de réussite, d'épanouissement et d'émancipation, c'est essentiel. Alors, par rapport à la question que vous me posez, puisqu'il y a de plus en plus de- d'académies qui travaillent sur ce sujet-là et que nous avons depuis le mois d'août dernier, au niveau de l'éducation nationale et notamment de la Direction générale de l'enseignement scolaire, co-signé avec 7 autres directions ministérielles, une instruction interministérielle qui a été rédigée par Santé publique France sur la formation en compétences psychosociales d'ici un horizon à 2037. Il y a d'une certaine manière un engagement, un processus qui se met en place sur le plan de ces 8 ministères pour former la population et notamment les jeunes au sein de l'éducation nationale à être formés. Donc il va falloir former les professeurs et nécessairement dans les mois qui viennent, les choses vont se mettre en place. Elles se mettent déjà en place dans certaines académies, certaines INSPE qui ont déjà pris la mesure de cette réalité-là. Il faut savoir que, comme l'avait montré l'enquête de Damien Tessier, qui est maître de conférence à l'Université de Grenoble. Il avait fait une enquête sur les INSPE, le développement de la formation en compétences psychosociales dans les INSPE. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement. Alors, il y a un décalage parfois entre, il le montre très bien dans sa recherche, entre le fait que des formateurs affichent, ou des académies dans le cadre de la formation continue affichent compétences psychosociales et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la formation. Donc c'est pas encore complètement uniformisé, mais on peut dire que le référentiel de Santé publique France, qui a été publié en cours de l'année 2022, en février 2022, vise d'une certaine manière à uniformiser euh, le cadre de référence pour la formation en compétences psychosociales et valorise un certain nombre de pratiques. Donc, ces pratiques sont notamment, comme le montre un certain nombre de méta-analyses, de travaux d'analyse, de travaux de recherche, montrent leur efficacité. Donc, on a toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse commencer dans certaines académies, on peut dire même à l'échelle nationale, la formation initiale et la formation continue. On peut dire que globalement, toutes les académies s'en préoccupent. Elles sont avancées à des degrés différents. Dans l'académie de Créteil, vous êtes l'académie la plus avancée, on peut le dire, parce qu'il y a eu déjà depuis à peu près 4 ans un travail entamé autour du groupe BCR qui est Madame, je me tourne vers Sabine Kitten, BCR, Bénédicte, c'est bien-être, coopération et réussite. Bien-être, coopération, réussite, voilà, qui est Ah. pilotée par Madame Har, qui est inspectrice de SVT, tout à fait. Voilà, et donc le recteur de l'Académie de Créteil, Daniel Overlo, a beaucoup soutenu ce projet, qui est un projet un peu pionnier, qui est en plus accompagné de chercheurs, notamment Rebecca Shankland, qui est l'un des spécialistes, l'une des spécialistes de ce sujet. Et on voit bien, alors il y a des orientations qui sont prises, il est clair, selon les académies, voilà, il y a certaines académies qui vont axer sur certains points plus que sur d'autres. Il y a plusieurs entrées possibles, pas trop s'inquiéter sur ce sujet-là. Il faut savoir que lorsqu'on commence à tirer le fil,
que ce soit d'une entrée ou d'une autre, les autres entrées viennent avec. Donc, il y a quand même néanmoins des aspects essentiels qu'on va peut-être être amené à rappeler sur les compétences psychosociales, comme le fait de travailler sur des pédagogies expérientielles qui sollicitent notamment l'évocation de situations à risque vécues par les élèves, soit dans le cadre de l'école ou en dehors de l'école, et d'utiliser du coup des espaces de parole qui permettent aux élèves en toute sécurité de pouvoir développer leurs propos sur ces sujets-là. Et puis des pratiques qui sont plus liées à des jeux de rôle, qui sont des pratiques extrêmement puissantes, hein, comme le théâtre forum ou le jeu des trois figures, mais le théâtre de forum étant véritablement un espace pour pouvoir changer de rôle facilement et permettre à des élèves de discuter, d'associer jeux de rôle dans lesquels on se met à la place d'un camarade, où on revit une scénette, et aussi des débats, des discussions autour de certaines questions que pose le fait de ne pas respecter certains besoins d'un camarade ou voilà, certaines attentes, certains désirs, exposés à certains risques. Alors, le retentissement, pour terminer sur les questions, on voit bien que beaucoup d'enseignants s'intéressent de plus en plus à ces compétences psychosociales parce que les problématiques de climat scolaire sont premières, et dès lors que dans une classe, il n'y a pas un bon climat de classe pour travailler, ou que des élèves sont mal d'une certaine manière pour appréhender les efforts qu'engagent les apprentissages, cela met en jeu des compétences, comme le disait à l'instant Pascal Lahaye, des compétences de résolution de problèmes, de communication, de gestion des émotions, qui sont des compétences qui font partie des compétences psychosociales et qui sont les compétences qu'il faut bien maîtriser pour réussir et pour dépasser ces difficultés. Et les enseignants, du coup, se trouvent engagés à faire cette formation et du coup à travailler sur eux pour pouvoir dépasser eux-mêmes la difficulté de passer d'une posture de sachant à une posture d'écoutant ou une posture d'animateur de ce type d'espace de parole, qui n'est pas sans bouleverser quelque part l'exercice du métier d'enseignant. Merci. Alors, je propose à Anne-Laure d'apporter son témoignage. Donc, Anne-Laure Fourmont est enseignante en histoire-géographie en collège, également à Pantin. Je vais me présenter parce que je crois que ça a une incidence sur d'où je parle. Donc, moi, je suis enseignante en collège en histoire-géographie dans l'éducation prioritaire, REP+, depuis 19 ans. D'abord à Sevran et puis maintenant à Pantin depuis tout récemment. Alors, qu'est-ce que ce parcours dans l'éducation prioritaire a sans doute façonné un peu mon identité professionnelle, parce qu'enseigner dans l'éducation prioritaire, ce n'est pas enseigner en centre-ville, et c'est l'appui de la sociologie de l'inégalité scolaire rencontrée au bout d'une dizaine d'années qui m'a sans doute aidé à penser et à trouver aussi du sens à mon action et à peut-être changer quelques pratiques pédagogiques. Et deuxième élément important pour expliquer d'où je parle, c'est que je suis praticienne de la pédagogie institutionnelle. Je suis membre d'un groupe depuis une quinzaine d'années, le GPIPC, groupe de pédagogie institutionnelle Paris-Créteil. Et alors c'est une histoire de rencontre parce que moi je suis arrivée à Sevran en 2005-2004 au moment des émeutes, et il m'a fallu aussi trouver des espaces pour penser, et à plusieurs, ce que nous vivions en tant qu'enseignants dans des circonstances qui nous bousculaient en tant que jeunes enseignants, et il se trouve que j'ai trouvé d'autres enseignants qui participaient à ce groupe. Et du coup, ces deux aspects, pour moi, me construisent mon identité professionnelle et sans doute m'aident à penser en même temps éducation, c'est-à-dire au sens d'épanouir, développer la personnalité et transmettre des connaissances et des aptitudes à réfléchir et à penser. Toute la difficulté, c'est d'associer les deux et de les faire cohabiter. Et du coup, j'ai choisi de partager une expérience dans ma classe autour de ces deux aspects. Mais peut-être juste avant, définir peut-être la pédagogie institutionnelle en quelques secondes. C'est un courant pédagogique
qui est issu du mouvement Freinet, alors dans les années 50-60, mais qui s'est développé de la maternelle à l'université. Aujourd'hui, il y a des praticiens à tous les échelons du système éducatif et universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire être praticien? Ça veut dire essayer de mettre en place des institutions dans les groupes, dans les classes. Ces institutions, ce sont les conseils, par exemple, les responsabilités ou les métiers, et puis le quad neuf, les ceintures d'apprentissage, le coin petit. En tout cas, par institution, faut entendre une définition des lieux, des moments, des statuts de chacun selon ses possibilités, des rôles, des réunions, des rites, des pratiques de coopération. Donc ça, c'est l'aspect, un des aspects de la pédagogie institutionnelle. Mais c'est aussi prendre en compte la dimension collective et penser ce qu'est un collectif et quelle place on fait à ce collectif, comment on le pense. Et puis, troisième pied de la pédagogie institutionnelle, c'est essayer de penser l'inconscient, ou en tout cas tenir compte des affects qui nous traversent, nous, les élèves, quand on est en situation groupale ou dans la classe. Ça signifie aussi, et ça c'est important pour mon pour qui je suis, c'est-à-dire que faire de l'API, c'est aussi participer à un groupe de travail. Et donc sur du temps informel, mais c'est des réunions de 3 heures. Et ce groupe de travail, il se fait à partir de monographies, c'est-à-dire de récits professionnels, mais il permet de penser à plusieurs la complexité de notre métier. Et c'est donc ce qui a accompagné ma pratique, c'est donc un étayage régulier pendant toutes ces années, avec une fois par mois d'autres où on essaye de questionner ce qui nous bouscule, de trouver des solutions, ou en tout cas de les penser, et avec un aller-retour, avec parfois un étayage un peu théorique, ou en tout cas on essaye, et c'est ce que d'autres appellent la praxis, c'est-à-dire une manière spécifique un peu d'articuler théorie et pratique. Ces deux éléments, éducation prioritaire et puis pédagogie, m'ont permis de penser mon action dans l'enseignement. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous? C'est peut-être une des institutions mises en place dans ma classe, à savoir les ceintures d'apprentissage. Alors les ceintures sont une des institutions de la classe, elles sont une parmi d'autres, c'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est de mettre en place un système qui va essayer de tenir compte des techniques de la dimension collective. Ce système, il est composé d'un conseil, d'une heure de plan de travail, ou ce que j'appelle temps de travail individualisé, de ceintures pour grandir, qui seraient des ceintures de comportement, des ceintures d'apprentissage, c'est ce que je vais essayer de présenter rapidement, un quad neuf dans le monde, des temps citations, des responsabilités, la production, de la recherche documentaire, un marché des connaissances. Et c'est toutes ces institutions qui vont faire système. Moi, ce que je vais déplier, ce sont mes ceintures d'apprentissage, parce qu'il me semble que c'est ce qui me permet d'être vraiment d'articuler, éduquer et transmettre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord de pratiques de différenciation, de personnalisation. Les élèves vont choisir niveau de ceinture par compétence. Alors, il y en a 6 en histoire-géographie. Ici, c'est se repérer dans le temps. Et pour se repérer dans le temps, il y a un fichier autocorrectif avec des exercices numérotés dans les fichiers, un fichier correction et puis un fichier passage de ceinture. Ça, c'est pour moi. Les enfants choisissent, les élèves choisissent un parcours, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un niveau de ceinture pour leurs compétences, ils vont aller chercher en autonomie les exercices et vont avoir la possibilité de solliciter les pairs. Ils utilisent le fichier autocorrectif pour vérifier leurs réponses, et c'est là que c'est intéressant parce que je vois exactement ce que la littérature décrit des élèves dans leur rapport au savoir. À savoir, les élèves les moins performants, ou parmi les élèves les moins performants, certains vont prendre les ceintures les plus élevées, c'est-à-dire la ceinture verte. Et puis finalement, quand ils sont confrontés à la réalité, quand ils ont la ceinture verte à passer, ils reviennent en disant « Ah, mais je suis pas prêt en fait ». Et c'est exactement ce qui est intéressant parce que c'est les élèves les plus faibles, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et en fait, avec ce système, tout d'un coup, on se rend compte que ils prennent conscience que ils ne savent pas. Et il y a une partie du chemin qui est fait parce que s'ils savent pas, ils vont aller développer
des stratégies pour essayer de savoir. Pour ces élèves-là, c'est plus la fatalité, c'est-à-dire que c'est pas j'y arrive ou j'y arrive pas, comme certains élèves comme le décrivent la littérature sur les élèves les moins performants, mais cette fois il y a une alternative et donc du coup ça ouvre des perspectives. Alors parmi les élèves les plus performants, au contraire, certains vont décider de passer toutes les ceintures, jaune, orange, vert, pour se rassurer. Certainement, eux ont conscience des attendus et des exigences et ils se risquent moins facilement. Il y a quelque chose ici pour moi qui s'éprouve peut-être pour les élèves de l'autonomie au sens de identifier ses besoins, savoir que je sais, découvrir, donc savoir que je ne sais pas et surtout trouver des stratégies pour y répondre. Et là, ça va permettre d'utiliser des outils en situation qui vont prendre tout leur sens. Le lexique, le sommaire du manuel, les fiches outils. Et tout ça, tout d'un coup, va avoir un sens actif, peut-être, je le dirais comme ça. Alors, deuxièmement, ce dispositif me permet d'expliciter les compétences et les critères de réussite. Et ça me permet aussi d'expliciter les procédures, de développer les stratégies d'apprentissage. Et puis, alors voilà, là, ce sont les ceintures. C'est une échelle descriptive globale. Les critères sont des indicateurs et pas tout à fait la compétence, mais bon, c'est une des limites, mais en tout cas, c'est une évaluation qui va permettre de donner des critères de réussite. Les élèves choisissent le moment où ils veulent passer leur ceinture, et la ceinture, en fait, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est que ça sanctionne les réussites et non les manques. C'est-à-dire que pour valider sa ceinture, il faut 100% de réussite à l'évaluation. Si on n'a pas 100%, on la repasse. C'est-à-dire que là, on serait plutôt dans une évaluation formative. On sait ce qu'il reste à travailler et l'élève repart travailler. Et quand il repasse la ceinture et qu'il obtient 100%, on est plutôt du côté de l'évaluation sommative et on valide au moins les réussites et qu'il peut remobiliser dans d'autres contextes et notamment dans la situation d'aide. La réussite, elle est visible, elle est par un petit système de gommettes comme ça, et ça permet à chacun de se situer et de dire voilà, moi j'ai réussi ça et je peux aider aussi si je suis ceinture jaune, je peux aider. Je peux être un élève en difficulté, même suivi par un AESH, je pense à Houssen, et faire partie des élèves qui ont validé le plus de ceintures, même si ces ceintures sont jaunes. Ça permet aussi ce système. Bon, là, c'était pour montrer des évaluations sur une même ceinture, 3 niveaux d'évaluation. Et en fait, c'est un temps qui me permet de formaliser l'aide et l'entraide, et surtout ces ceintures d'apprentissage et ce temps de travail individualisé me permettent de valoriser les différences dans la classe et même de rendre positives les caractéristiques hétérogènes du groupe. C'est-à-dire qu'en les rendant visibles, elles permettent de développer la coopération et de formaliser l'aide. Quand on a besoin d'aide, on vient s'inscrire au tableau en indiquant l'exercice et la ceinture, et un élève peut répondre et du coup peut aller proposer son aide. Ça aussi, c'est assez chouette à observer. Alors, il y a des outils pour aider. C'est-à-dire que voir le sentiment d'estime de soi d'élèves quand ils sont en situation d'aide, c'est drôlement intéressant à observer. Alors, il y a aussi d'autres situations. Récemment, une élève me disait, moi, qui sont reconnus comme expliquant bien, et Sarah qui disait au mois de décembre, moi, j'en ai marre d'aider, je suis tout le temps sollicitée. Ça va être l'occasion pour nous d'en faire une nouvelle règle au conseil, puisque ce système, il est régulé également par un conseil d'histoire-géographie une fois par trimestre, et dans ce conseil, on va dire, à partir d'une météo du plan de travail, comment je me suis sentie dans ce plan de travail, de critiquer aussi l'organisation, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas, et de faire des propositions pour que ça s'améliore. Un exemple, cette année, il y avait des tablettes, sauf que les tablettes étaient monopolisées. Du coup, on a fait une nouvelle règle. Maintenant, on s'inscrit pour prendre la tablette avec l'heure de passage et on a limité à 15 minutes l'utilisation de la tablette pour certains exercices. Cette organisation, elle va aussi nécessiter des responsabilités, donc de prendre place dans le groupe d'une autre manière. Alors, par exemple, il y a le responsable des affichages éphémères, puisque tout se fait avec des aimants, responsable de l'inventaire des fichiers d'exercices, parce qu'il manquait des exercices, du coup, on a fait une fiche et il y a un responsable qui note
pour la semaine suivante, un responsable du temps parce qu'on peut pas passer sa ceinture à 2 minutes de la fin, donc le responsable du temps rappelle 15 minutes avant la fin que c'est les derniers temps de passage de ceinture, et puis les responsables du matériel technique à titre d'exemple. Alors, évidemment, il y a des limites. Faire de l'histoire géo, c'est pas passer des ceintures. Ce n'est même pas tout à fait apprendre, mais en tout cas, et autre limite, c'est que maîtriser des procédures, c'est peut-être pas forcément maîtriser des compétences en situation. L'explicitation des procédures et des stratégies est peut-être un peu trop décontextualisée ou trop décloisonnée puisqu'elles sont par compétences. Bon, en tout cas, c'est des questions qui animent la réflexion quand on met en place ce dispositif. Mais elles me permettent, moi, de penser un équilibre entre la dimension collective des apprentissages à travers la coopération, la place et les places dans le groupe qui sont sans arrêt redistribuées avec les ceintures de compétences. On peut être jaune en se repérer dans le temps et vert en réaliser une tâche cartographique, je parle des compétences propres à ma discipline, mais aussi donc cet équilibre entre la dimension collective et la dimension individuelle, hein, je travaille seul et je passe des ceintures, entre éduquer, faire grandir, s'épanouir, l'estime de soi, le sentiment, je sais pas si c'est d'efficacité ou en tout cas un sentiment de performance, et transmettre, c'est-à-dire les enjeux didactiques de ma discipline. Et puis il y a une autre forme d'équilibre pour moi, c'est-à-dire le plaisir de bricoler des dispositifs, alors nourris de différentes références, hein, sociologiques, didactiques, de pédagogie institutionnelle, mais aussi d'observer les effets produits. Et ça, c'est aussi une dimension de mon travail, c'est-à-dire de prendre des notes de ce que j'observe pendant ces temps-là. Voilà le témoignage. Et moi, évidemment, il y a quelque chose autour de la dimension collective qui m'anime. Et puis, c'était les questions que je posais moi, c'était en termes de collectif, c'est-à-dire comment, parce que ce travail-là, je l'ai fait à la fois, je le mène à la fois moi dans ma classe, mais à la fois dans mon groupe et à la fois dans des groupes de travail histoire géo qu'on a pu créer dans l'éducation prioritaire. Et cette question qui m'anime, c'est quelles organisations collectives pour penser à plusieurs la professionnalité enseignante sur le terrain, et même de quelle place penser le travail collectif dans les établissements. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces photos qui permettent de rentrer un petit peu dans la classe. Monsieur Marsollier, une petite réaction avant de passer au témoignage d'Héloïse Pirel? Oui, donc on voit bien que l'expertise de Madame Fourmond, le fait de participer pendant des années à un groupe sur une pédagogie qui est très spécifique, qui est peu développée en France, qui est déjà ancienne, qui a une pédagogie très spécifique au sens où elle bouleverse complètement le rôle de l'enseignant, qu'il devient beaucoup plus une personne ressource, personne qui va aider, accompagner. Et c'est une pratique qui demande une formation et une capacité à se défaire des représentations que l'on a du rôle classique de l'enseignant, au sens où là, eh bien, tout va être beaucoup dans l'organisation, comme Madame Fourmond l'a très bien dit, l'organisation des conditions pour que l'élève soit autonome, exerce sa responsabilité, s'organise lui-même par rapport à l'auto-évaluation qu'il fait, grâce aux outils qu'a préparé l'enseignante, des compétences où il en est dans ses compétences. Hein. Et donc, par rapport à la question que vous posez plus spécifiquement sur les organisations collectives pour penser à plusieurs la professionnalité enseignante sur le terrain, il est clair que si on veut faire évoluer, on s'en est vraiment aperçu en mettant en place les constellations, notamment au cycle 1, enfin au cycle 1 à l'école dans le premier degré, cycle 1, cycle 2, cycle 3, on s'est rendu compte que ce sont des leviers extrêmement puissants. Déjà, les travaux sur les communautés d'apprentissage professionnels, qui sont beaucoup nées au Canada, mais qui, d'une certaine manière, dans les groupes tels que le GEFN, le CMEA, tous les groupes liés aux pédagogies alternatives, qui se sont développés dans le cadre du mouvement de l'éducation nouvelle, avait fait naître cette idée que si on veut que les enseignants vraiment acquièrent un haut niveau,
il faut créer les conditions pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc ça recouvre un peu la question que vous posez. Comment faire cela? Alors comment faire cela? Ça suppose, à mon avis, qu'on on autorise les enseignants beaucoup plus à se faire confiance, à innover et que l'on mise sur leur capacité ensemble à trouver des solutions. Et arrêter de penser que c'est en publiant des VDMecum, des manuels, en leur expliquant ce qu'ils ont à faire, qu'on va améliorer les choses. Non pas que ces manuels soient inutiles, parce que je pense qu'ils sont très utiles, notamment pour les formateurs. Certains enseignants sont sensibles et les utilisent indéniablement, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont beaucoup plus à même d'évoluer et de progresser en travaillant ensemble, en ouvrant leurs portes dans leur classe, en expérimentant et en réfléchissant ensemble à des processus pour améliorer l'enseignement et les apprentissages. Et je dirais que le travail que fait que font ces groupes sur la pédagogie institutionnelle, même s'ils sont peu répandus et que cela correspond finalement à des pratiques assez isolées, sont déjà depuis de nombreuses années en avance sur ce que l'on est amené maintenant à considérer comme une priorité, quoi. Et que ça a été préfigurateur. Alors il y a quand même, vous l'avez entendu à travers le témoignage de Madame Fourmont, il y a des spécificités liées au caractère institutionnalisant de certaines décisions prises collectivement. Donc quand on décide ensemble que la mise en place de règles, de rituels, de méthodes, de rôles, de responsabilités, tout cela, cette décision collective prend une force extrêmement importante et une place extrêmement importante dans le fonctionnement de la classe et dans les actes qui vont être ceux de l'enseignant et ceux des élèves. Et du coup, c'est une petite société qui s'organise et d'une certaine manière, dans la pédagogie institutionnelle, elles ont été qualifiées de pédagogie libertaire au sens où c'est fondé la, sur la liberté que l'on octroie aux élèves d'interroger, de penser, de questionner la vie de la classe et d'essayer de l'améliorer, quoi. Donc il y a une confiance qui est attribuée aux élèves. Et je crois que il y avait vraiment un côté précurseur dans cette pédagogie et que l'on retrouve un peu maintenant lorsqu'on entend dire que il faut absolument que les adultes arrêtent de régler les problèmes quand les rencontrent les élèves en les réglant de leur point de vue d'adulte, mais qu'ils le fassent avec les élèves. Et la pédagogie institutionnelle était déjà dans cette logique de faire confiance à la capacité des élèves à s'auto-organiser et à construire ensemble des outils, des moyens, des règles, des rituels, des responsabilités pour pouvoir s'améliorer et progresser et apprendre. Et je crois que c'est une grande, c'est une philosophie et une règle d'or. Faisons confiance aux élèves. La pédagogie institutionnelle en a montré l'intérêt et la puissance. Et je crois qu'il s'agisse des questions de vivre ensemble, de comportements tels que les fameux conseils d'élèves les traitent, ou alors des projets que des élèves peuvent avoir envie de faire et des aspirations qui peuvent être les leurs, leur donner la possibilité de discuter ensemble, de chercher ensemble, de produire des initiatives et les mettre en œuvre, cela révolutionne le rôle des enseignants, mais c'est une occasion extraordinaire pour créer les conditions pour que l'école devienne plus efficace. Et alors, il y a la deuxième question que vous posez sur penser le travail collectif en REP+. Il y a en REP+, des conditions réunies pour que les enseignants disposent de marge horaire, de temps de concertation et qu'elles soient institutionnalisées parce que c'est inscrit sur le plan horaire dans ce qui doit être le travail hebdomadaire des enseignants. Et on sait qu'il y a certains enseignants qui considèrent que voilà, les réunions, ça s'ajoute et que c'est déjà des semaines chargées, c'est ce qui est vrai, hein. Mais je crois qu'en REP+, les conditions et les contraintes sont telles que il est incontournable de se donner les moyens de réfléchir ensemble. Et réfléchir ensemble, notamment de manière fréquente, sur les évolutions que l'on observe
chez les élèves. Dans REP+, on a un taux si important d'élèves qui sont en situation de grande vulnérabilité que le fait que l'équipe se réunisse tous les 15 jours, voire une fois par semaine, pour identifier les élèves qui donnent des signes de mal-être, qui donnent des signes qu'ils ont besoin qu'on s'occupe plus particulièrement d'eux, qu'on les accompagne, c'est une condition absolument indispensable pour pouvoir favoriser la réussite des élèves, leur accompagnement et permettre aux enseignants de discuter entre eux et de trouver des solutions en fonction de ce que les uns et les autres identifient chez les élèves. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de très grande différence. On distingue beaucoup les établissements, les écoles qui sont en éducation prioritaire et celles qui ne le sont pas, et ceux qui ne le sont pas. Mais on a quand même ces moyens donnés aux établissements prioritaires en termes de réunion qui font la différence. Par ailleurs, on se rend compte que dans l'éducation prioritaire, la caractéristique commune aux élèves, c'est celle de vivre beaucoup plus de situations de grande vulnérabilité que dans les autres établissements, parce qu'il y a une relation sociologique et psychologique très étroite entre le fait d'appartenir à un milieu défavorisé et le fait d'être exposé à des situations qui vulnérabilisent grandement les élèves. Donc ce constat-là, bon, il a été pour moi un constat extrêmement important, parce qu'il m'a amené à prendre la mesure de l'importance de faire ce travail d'identification, de suivi, d'attention et d'accompagnement des élèves, et de le faire collectivement. Et que c'est sans cela, et d'ailleurs je l'ai conceptualisé, mais il y a bien sûr l'immense majorité des équipes d'éducation prioritaire qui sont déjà dans cette voie-là, sans on l'ait conceptualisé comme cela. On ne parle pas forcément partout de grande vulnérabilité, mais la notion de vulnérabilité a l'intérêt quand même de nous emmener sur le terrain, puisque la vulnérabilité vulnus, c'est la blessure, sur le terrain de tout ce qui relève de la blessure psychologique, le fait que les élèves soient affectés à l'endroit de leurs besoins fondamentaux. Parce que des élèves en situation de grande vulnérabilité, ce sont des élèves qui sont touchés, fragilisés, affectés à l'endroit d'un ou plusieurs de leurs besoins. Et du coup, ça suppose que ces élèves-là, les enseignants se donnent les moyens, organisationnellement, de dialoguer avec les élèves. Il ne peut pas y avoir de progrès si ça ne se fait pas avec les élèves. Et du coup, la pédagogie institutionnelle, elle prend toute sa puissance là, puisque elle va permettre aux élèves de parler, de s'exprimer, d'exercer des rôles, de se responsabiliser par rapport à leurs apprentissages, à leur avenir. Et on voit bien que dans les écoles qui la mettent en place, cela donne un climat apaisé et ça donne des élèves beaucoup plus engagés. Et c'est, à mon avis, l'un des intérêts majeurs de cette pédagogie qui peut être mise en œuvre sous des niveaux d'engagement différents. On peut avoir il y a des écoles, des collèges qui sont... Alors, ils sont très peu nombreux quand même. Ça se chiffre à moins d'une centaine dans le pays. Mais on a des établissements qui sont inspirés par la pédagogie institutionnelle, qui vont mettre juste en place le conseil d'élèves, juste en place le quad neuf, qui est quand même cela beaucoup plus répandu. Mais des établissements, des collèges et des écoles qui sont vraiment à 100% dans la conception de Fernand Houry et d'A Vasquez, qui est avec leur ouvrage sur la pédagogie institutionnelle, qui avait fait beaucoup de bruit dans les années 60. On en a très peu, hein, très peu, et c'est sans doute dû à la complexité de ce que cela suppose comme type de formation. On a peu de formateurs capables de former à grande échelle aussi à la pédagogie institutionnelle dans le pays. Voilà, je ne veux pas trop développer sur ce sujet. Merci. On va donner la parole à Héloïse pour le dernier témoignage. On est en train de noter un petit peu d'éventuelles questions qui arrivent dans le chat.
Voilà, donc Héloïse Pierrel, enseignante de FLS en lycée polyvalent à Bagnolet et aussi coordinatrice UPE2A, donc avec les élèves allophones. Voilà, et puis ensuite, après cette intervention, Monsieur Marsollier, on vous laissera développer les points qui vous semblent les plus importants pour compléter déjà les réactions que vous avez pu faire aux 2 témoignages précédents. Donc bonjour, moi je suis Héloïse Pierrel, je suis à l'origine PLP Lettres Histoire, j'enseigne depuis 20 ans. Et entre-temps, j'ai passé la certification français langue seconde et depuis 14 ans, j'ai le bonheur donc d'enseigner le français langue seconde auprès d'élèves du PE2A. Comme je ne sais pas si tout le monde connaît le dispositif, donc c'est une unité pédagogique pour élèves nouvellement arrivés. Et j'ai donc dans ma classe des élèves qui arrivent sans maîtriser du tout la langue française. Et j'ai aussi des élèves qui peuvent être francophones et avec lesquels je vais plutôt travailler, on va dire souvent l'écrit. Et j'ai donc dans ma classe, pour les collègues de langue vivante, des élèves qui ont un niveau A1 du CE-CRL jusqu'à des élèves qui ont un niveau plutôt B1 à l'oral et plutôt A2 à l'écrit. Mais en tout cas, ces élèves sont réunis par un objectif commun qui est celui de poursuivre en fait leur scolarité en classe ordinaire après être sortis de l'UPE2A. Et donc, moi, je suis en lycée. J'ai donc des élèves qui ont en somme entre 15 ans, 3/4 et 18 ans. Donc, voilà un public très varié. Aujourd'hui, donc, quand Madame Kitten m'a proposé d'intervenir et de réfléchir à mes gestes enseignants, finalement, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais bien vous raconter, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire. Et en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est un parallèle avec le métier de tisseur. Alors, je sais, ça peut paraître un peu étonnant comme ça, mais je vais vous développer mon propos à travers 3 petites entrées. Donc, je vais essayer d'être un peu courte. La première, je pense que comme les tisseurs, en fait, on est dans un processus de création. D'abord parce qu'on a quand même même si on a du prescrit et que nous avons des programmes, on a quand même une liberté pédagogique qui fait qu'en fait, on va aussi être des créateurs de contenu, des créateurs de séances pédagogiques. Et donc, en ça, il me semble qu'on peut clairement se comparer aux tisseurs. On va aussi être des co-créateurs de compétences, de construction de compétences qui me semblent, notamment disciplinaires, que l'on va co-construire avec nos élèves parce qu'il me semble qu'ils ont une part complètement entière à côté de nous dans la manière dont ils vont construire ces compétences, notamment disciplinaires. Nous allons aussi, construire des compétences dans nos gestes professionnels et il me semble en fait qu'on monte en compétences ensemble. C'est-à-dire que les élèves vont monter en compétences en termes de connaissances disciplinaires et nous, on va aussi monter en compétences parce qu'on va aiguiser nos regards, nos pédagogies, les gestes enseignants en fait qu'on va mettre en place dans nos classes. Et on va aussi co-construire avec nos élèves leurs compétences psychosociales. D'ailleurs, là, j'ai envie de dire peut-être qu'on va aussi, nous, les co-construire, puisque les compétences psychosociales, on les affine aussi, en fait, pour soi-même dans nos gestes professionnels. Et il me semble que ces compétences psychosociales, elles vont être vraiment, vraiment importantes parce elles sont nécessaires à la construction de soi, effectivement, dont on va avoir besoin dans la classe, quand on est avec nos pairs, mais aussi dans la vie. Et c'est d'autant plus important qu'on va co-construire ces compétences psychosociales à une période charnière de la vie, puisqu'en fait, finalement, on pose aussi des bases, en fait, quand on est à l'école et à l'âge où on rencontre nos élèves. Alors là, effectivement, je pense pas qu'aux lycéens, je pense vraiment, en fait, de la maternelle jusqu'à l'université. Ensuite, le parallèle avec le métier de tisseur, parce que les tisseurs vont utiliser donc une machine à tisser, et il me semble que nous aussi on va utiliser des outils. Alors les nôtres sont plutôt didactiques et pédagogiques, mais ils vont être essentiels à la transmission du savoir. Ils vont passer par le choix des supports, par le choix des pédagogies, par le fait de s'intéresser justement à des pédagogies comme on a entendu avec Madame Fourmont sur la pédagogie institutionnelle, la pédagogie différenciée, voilà sur qu'est-ce qu'on décide de mettre en place et à quel moment on décide de mettre en place en fait ces pédagogies. Et enfin, la dernière entrée qui me semble pour moi vraiment essentielle, c'est et qui est à nouveau un parallèle avec le métier de tisseur, c'est la complexité de ce que nous proposons.
Et là, c'est à 2 échelles. D'un côté, du côté de l'élève, on voit bien que c'est complexe parce que l'élève va être tenu de mobiliser cognitivement, il va se mobiliser cognitivement, il va devoir mettre en place des stratégies d'apprentissage, il va devoir manipuler des connaissances, je le redis, un moment de la vie qui est charnière, en sachant qu'il est aussi en devenir dans sa posture d'élève. Et de l'autre côté, il y a un acte complexe du côté de l'enseignant où effectivement, on va devoir en fait se poser la question de quel ethos je mets en place, qu'est-ce qui va être propice à la construction et la transmission du savoir pour mes élèves, comment en fait je prends en considération le fait que dans ma classe, je peux avoir une hétérogénéité qui est parfois extrême, comment en fait je fais pour prendre en considération en fait tous les élèves de leur ligne de départ qui leur est propre finalement. Et en ça, il me semble en fait qu'on est dans des actes qui sont extrêmement complexes. Donc pour conclure, je voudrais dire que finalement, quand on observe le travail du métier de tisseur, mais aussi d'enseignant, on en mesure toute la beauté et en même temps, on en mesure en fait toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pour arriver en fait à ce résultat. Et donc ma question portera plutôt cette fois sur le métier d'enseignant, puisqu'on voit que certains enseignants parfois ne donnent plus toujours de sens, ou en tout cas n'arrivent plus à construire du sens, à avoir en fait tout ce qu'ils tissent avec leurs élèves, pour des raisons qui peuvent être tout à fait audibles et variées. Ma question, c'est comment on accompagne finalement cet écart entre la beauté des gestes enseignants et les difficultés qu'on peut parfois ressentir au sein de sa classe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Marsollier, voilà, on va vous laisser maintenant pouvoir développer peut-être certains points qui vont apporter un éclairage sur le témoignage d'Héloïse et puis nous donner quelques pistes supplémentaires sur cette professionnalité enseignante qui, on le voit bien à travers les 3 témoignages, mêle beaucoup de choses, comme on le disait, avec beaucoup de complexité et que le chemin est possible avec une envie de partager réellement avec les élèves. On vous laisse la parole, Monsieur Marsollier. Merci. Oui, donc merci pour votre témoignage, Madame Pierret. Alors c'est intéressant parce que depuis le début de ce moment ensemble, on a employé à plusieurs reprises le mot de complexité. Et vous savez que complexus, c'est ce qui est tissé ensemble, en latin. Et donc, c'est une notion qui est très chère à Edgar Morin. Donc, vous savez qu'il a 101 ans et il va bientôt avoir 102 ans. C'est un homme qui a cherché avec, il n'est pas le seul, mais qui a cherché à nous aider à penser la complexité. Et il se trouve que, je suis en train avec un collègue de travailler à ce sujet en m'inspirant un petit peu dans ce que j'en comprends des travaux d'Edgar Morin, entre autres, sur la complexité de l'école. Et quand vous utilisez la métaphore du tisseur, je pense qu'on a vraiment intérêt effectivement à s'appuyer sur des métaphores pour mieux comprendre et utiliser la langue française et le langage. Quand on parle en France beaucoup, pour expliquer des choses compliquées, on utilise des métaphores. Et du coup, la métaphore du tisseur nous aide effectivement. Alors, elle me fait penser à ce qu'a écrit Abdenour Bidar, mon collègue que vous connaissez, philosophe, qui a écrit cet ouvrage sur les tisserands et qui parle de cette importance dans le monde d'aujourd'hui de reconstruire, de réparer le tissu déchiré du monde et d'essayer puisque c'est aussi une idée qui était chère à de nombreux philosophes, que le monde est une sorte de tissu qui est tendu, tendu, tendu et qui aurait tendance, comme beaucoup de tissus sur lesquels on tire un petit peu trop, à s'abîmer, se déchirer et on espère que... Excusez-moi. Et on espère que, à force que de tirer sur le tissu, il ne se déchirera pas. Et malheureusement, c'est ce que les collapsologues ont tendance à défendre comme idée, qu'il y a un risque de rupture. Alors, lorsqu'on parle de tisseur, on utilise donc une métaphore, on peut en utiliser d'autres, celle du bâtisseur, celle du navigateur, puisque comme c'est un métier complexe, le métier d'enseignant, qui se complexifie beaucoup et que l'école se complexifie beaucoup, on est dans la recherche de métaphores pour nous aider à penser notre métier
vu qu'il se complexifie beaucoup et qu'on a du mal à y voir clair dans les solutions qui pourraient permettre d'aller mieux. Alors, pour vous aider juste à comprendre, je fais une sorte d'aparté sur la complexité, mais à quoi ça sert de penser la complexité et d'essayer de le conceptualiser? Eh bien, si on n'essaie pas de caractériser en quoi, par exemple, l'école est complexe, eh bien, on a tendance à laisser la place à des pensées simplificatrices, simplistes, erronées, manichéennes. Et donc, si on laisse la place à ces pensées-là, elles circulent, elles deviennent des représentations et elles débouchent sur des décisions qui sont inopportunes, non pertinentes, inefficaces. Et c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années dans l'éducation nationale, comme dans beaucoup d'autres systèmes. Dans notre système scolaire, on a tendance, par exemple, à opposer les pédagogies, ce qui est en train de se passer dans certaines écoles où on innove, et la tradition, recours à la tradition. Pourquoi? Parce qu'on refuse de penser la complexité et d'entrer dans les nuances. Or, la complexité, quels sont ses critères? C'est la multiplicité des facteurs, c'est l'enchevêtrement des facteurs, l'interdépendance des processus, c'est l'adaptation permanente, c'est l'incertitude. Et s'il y a bien un sujet, un critère qui rend l'éducation complexe, c'est que l'éducation est un processus interhumain, interdépendant et donc éminemment complexe parce qu'il est essentiellement humain. Et donc on a là une invitation à penser la complexité. Donc quand vous utilisez la métaphore du tisseur, vous nous invitez à faire un pas de côté, à utiliser un prisme qui est celui de cette métaphore pour essayer de trouver des solutions pour être plus efficace, avancer, progresser. Et donc, si on continue à filer un peu cette métaphore, puisqu'on est sur le tissage, on peut dire filer la métaphore de manière encore plus opportune, il y a bien ici, dans la notion de tissage, la notion de lien, quoi. Et donc l'importance, et moi il me semble que votre métaphore, moi je l'apprécie beaucoup parce que elle correspond bien aux voies qui se dégagent actuellement autour de l'école. Madame Fournon a parlé tout à l'heure de l'importance d'œuvrer avec les élèves, de leur faire confiance, de les autonomiser, de les responsabiliser à travers l'exemple de la pédagogie institutionnelle. Et d'une certaine manière, lorsqu'on les responsabilise, lorsqu'on leur donne la parole, on leur donne les moyens de nous aider à les aider, on crée avec eux des liens tels que ce sont des liens qui nous engagent réciproquement. On met en place des réciprocités, et c'est autour de ces réciprocités autour de la confiance, parce que effectivement, il faut que les élèves fassent confiance aux profs, c'est évident, mais il faut surtout aussi que les professeurs fassent confiance aux élèves. Alors, ce type de pédagogie, quand la pédagogie institutionnelle, ou cette approche par le fait qu'on va tisser avec les élèves, nous engage autour de la confiance. Deuxième réciprocité, c'est le respect mutuel. Dès lors qu'on autonomise les élèves avec ces ceintures qui ont été présentées, avec des dispositifs qui les amènent à s'engager, eh bien, forcément, les élèves ne peuvent pas faire autre chose que, à un moment donné, de mettre les pieds dans le plat, mettre les mains dans le cambouis et essayer de voir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et il y a dans la pédagogie institutionnelle, tout comme dans des pratiques qui sont des pédagogies actives, quelque chose qui est beaucoup plus efficace parce que ça relève des pédagogies qui engagent les élèves. Et très souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui sont actuellement désemparés parce qu'ils font l'effort à la place des élèves, ils s'engagent à la place des élèves. Et j'ai été un enseignant comme ça, il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, où je m'épuisais parce que je faisais l'effort à la place des élèves. Et il faut que les élèves fassent eux-mêmes une part de l'effort et qu'ils s'engagent et que cet engagement il se contractualise. Troisième réciprocité, c'est le respect. Ce respect, bien sûr, que l'on doit aux élèves, et ce respect que les élèves doivent aux enseignants et que réclament souvent les enseignants. Mais il y a cette réciprocité. Et cette réciprocité, elle se contractualise
On peut dire que lorsqu'un enseignant n'est pas suffisamment juste dans ses évaluations, lorsqu'il n'a pas suffisamment écouté un élève, lorsqu'il y a eu un petit différend et qu'il est amené à sanctionner un peu trop rapidement sans avoir écouté l'élève, il ne le respecte pas. Et les élèves sont avant tout des personnes et ils ont besoin d'être éminemment respectés. Et je crois que tous les enseignants qui donnent à voir des comportements qui respectent beaucoup les élèves le savent et leur en sont très reconnaissants. Et c'est ce type de comportement qu'il faut valoriser. Il y a une quatrième réciprocité qui me semble fondamentale, c'est l'écoute. Parce que si les enseignants, quand ils sont dans un mode extrêmement magistral et traditionnel sur le plan pédagogique pour enseigner, ils sont dans un mode qui sollicite beaucoup l'écoute passive de l'élève. Or, les élèves, pour réussir, ont besoin d'être dans une écoute qui soit la plus active possible et qui les engage sur le plan de l'action, sur le plan de ce qu'ils vont faire, sur le plan des difficultés qu'ils rencontrent et de leur possibilité de trouver l'écoute de l'enseignant et de bénéficier de leurs conseils, de leur aide et de leur soutien. Or, pour cela, eh bien, il faut une réciprocité parce que si les enseignants ont besoin d'être écoutés quand ils sont dans ce type d'enseignement magistral, les élèves aussi ont besoin d'être écoutés et entendus face aux difficultés, aux erreurs, aux incompréhensions qu'ils rencontrent. Alors des fois, on rajoute une autre réciprocité qui est le droit à l'erreur. Enfin, c'est ce que je fais souvent quand je parle de ces réciprocités, parce que certes, les élèves ont le droit à l'erreur. En principe, l'école est faite pour ça, mais les enseignants aussi ont le droit à l'erreur. Il faut savoir parfois s'excuser quand on est enseignant et en tout cas s'autoriser à le faire et les élèves, bien sûr, dans ce cas-là, en tout cas, l'enseignant leur paraît beaucoup plus accessible lorsque il reconnaît qu'il a pu se tromper dans une évaluation, voire dans un calcul, pour ne prendre que cet exemple. Alors pour rester sur enfin sur cette idée de métaphore du tisserand, du tissage et des liens, et je terminerai sur ce point-là, sur les travaux d'Abdelnour Bidar qui dit dans Les Tisserands, justement, il parle de cette triple reliance, la reliance à soi, la reliance aux autres et la reliance à la nature qu'il faut cultiver. Et je crois qu'il y a une aspiration très forte actuellement des jeunes face à la dégradation de notre planète, à ces problématiques climatiques qui sont très anxiogènes pour les nouvelles générations, un besoin de se relier à l'essentiel. Et ça a été dit tout à l'heure, je crois, au niveau des compétences psychosociales, la nécessité de permettre aux élèves de devenir eux-mêmes, d'apprendre à se connaître soi et à devenir soi-même, et du coup, à ce qui suppose de se relier à soi. Dans les compétences psychosociales, ce sont des compétences qui favorisent le vivre ensemble et qui favorisent une reliance saine et respectueuse de l'autre. Et de fait, développer et former aux compétences psychosociales, ça engage à bénéficier et à explorer des espaces de parole où on va pouvoir partager ensemble des risques qui sont des risques auxquels la vie nous expose, mais aussi des difficultés, des différends que l'on rencontre dans cette vie commune, dans cette vie scolaire en l'occurrence. Et si ces compétences psychosociales, on en parle beaucoup, c'est qu'elles deviennent incontournables pour permettre aux élèves d'apprendre tout cela et d'essayer de bénéficier de circonstances qui soient favorables au bonheur de se retrouver, au bien-être, de vivre la scolarité ensemble. Alors on le voit dans le développement des pratiques qui favorisent le bien-être, les compétences psychosociales sont extrêmement convoquées, extrêmement appelées, sollicitées pour essayer d'amener les élèves à permettre d'exprimer leurs émotions, à évoquer les sujets qui sont des sujets de mésentente, de différends, et aussi à construire des capacités à communiquer et à développer des relations qui soient saines, transparentes, authentiques. C'est une notion qu'on a
qui apparaît peu hein, dans l'éducation nationale, la notion d'authenticité. Et pourtant, on le voit, les classes et les enseignants qui parviennent à créer des climats extrêmement favorables au développement et à l'épanouissement, à la sensation de bien-être, ce sont des enseignants qui sont sans forcément en être toujours conscients d'ailleurs, dans une communication très authentique avec les élèves. Ce qui ne veut pas dire qu'ils s'autorisent à dire tout, mais en tout cas qu'ils sont capables de s'émanciper et de prendre de la distance par rapport à une conception un peu trop académique du métier, où on joue un rôle et on reproduit un rôle que l'on a connu et dont on a parfois subi certains effets négatifs ou délétères. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, je crois que beaucoup d'élèves, notamment les plus en difficulté, aspirent véritablement à ce que les enseignants soient des enseignants qui soient capables de communiquer et donc du coup de développer une relation, puisque la communication c'est la partie visible de la relation, la partie manifeste, une relation qui soit plus authentique, plus sincère, plus transparente. Alors ça m'emmène sur le terrain de la relation, c'est un des sujets que je voulais un petit peu développer avec vous, pour vous dire que à travers cet horizon qui est l'horizon de favoriser le bien-être à l'école, qui est une des priorités affichées par le ministre, le bien-être, ce n'est pas une finalité de l'école, mais bien une condition pour favoriser la réussite. Eh bien, il ne peut pas y avoir, à mon sens, et je le vois bien partout, là je suis dans un collège qui a un projet très fort sur cette question du bien-être dans l'Académie de Nice, là d'où je vous parle. Et dans ce collège, ils ont été extrêmement attentifs à développer, comme le font beaucoup d'établissements qui essayent d'améliorer le climat scolaire, développer la qualité des relations, ce que j'appelle l'éthique relationnelle. Et une qualité de relation, c'est une relation qui est notamment fondée sur l'authenticité, mais aussi beaucoup sur des moments où, autour des exigences liées aux apprentissages que l'on formule, l'enseignant cherche au maximum à favoriser le bon passage, le bon dépassement des difficultés. Parce que qui dit bien-être ne dit pas empêchement de vivre des difficultés. C'est pas du tout ça. Hein. C'est permettre à l'élève de bien dépasser les difficultés propres aux apprentissages cognitifs et d'essayer de vivre une relation aux apprentissages qui soit une relation qui soit surtout sur le plan des relations entre profs et des relations entre profs et élèves qui soit pas une relation de souffrance. Qui est la souffrance sur le plan des exigences cognitives qui sont parfois difficiles à respecter, qu'il y ait une souffrance parce qu'on a beaucoup travaillé, qu'on ne se sent pas récompensé, que les évaluations nous renvoient à des difficultés d'être en estime de soi. Je dirais que ça fait partie du développement de tout être humain. Par contre, qu'il y ait de la souffrance relationnelle parce que des élèves ne s'entendent pas ou parce que profs et élèves ne parviennent pas à trouver un modus vivendi dans la manière de communiquer, ce n'est pas acceptable et ce sont des sujets sur lesquels on doit pouvoir trouver des solutions pour que le climat relationnel s'améliore. Et donc un climat de bien-être, c'est un climat qui favorise le dépassement des difficultés cognitives dans un esprit de qualité relationnelle indéniable, quoi. Et de ce point de vue-là, beaucoup d'enseignants l'ont compris depuis longtemps et arrivent à le mettre en œuvre, notamment avec la qualité des relations et les espaces de parole. Les deux leviers qui me semblent les plus importants, ce sont ces deux leviers-là. L'un qui souvent engage l'autre. Si on veut développer une qualité de relation, on est obligé de laisser la parole aux élèves. Et ça a été sans doute une des forces de la pédagogie institutionnelle, que d'organiser, d'instituer des espaces de parole, comme le Quad Neuf, mais aussi comme le conseil de coopération, ou le conseil de coopérative, ou le conseil des élèves, on l'appelait différemment selon les enseignants qui le mettaient en œuvre. Ça a été de considérer que l'élève peut être un interlocuteur valable, quelqu'un qui a la capacité d'agir, de penser, de prendre le pouvoir, et en tout cas d'exercer du pouvoir
sur les décisions qui vont être prises, quoi. Alors la peur, ça a été qu'il prenne le pouvoir, mais en tout cas d'accéder à une forme de pouvoir, d'influence sur les décisions prises. Ça, c'est important on le lui reconnaisse et qu'on lui donne l'occasion de le vivre, parce que vivre cette expérience-là, une expérience où on bénéficie d'un espace de parole, et notamment un espace de parole où on peut être entendu dans le cadre d'une prise de décision, est spécifique au conseil d'élèves, hein. Vous savez qu'il y a différents types d'espaces de parole et que, par exemple, les espaces de parole type atelier à visée philosophique ne sont pas des espaces où on prend des décisions. C'est des espaces où on discute, on argumente, on problématise, on va éventuellement conceptualiser sur des sujets, mais on ne prend pas de décision. On va partager son point de vue, les mettre en perspective éventuellement, voir les limites, voir si les arguments sont tenables ou pas, mais on ne prend pas de décision sur la vie de l'élève. Alors que là, ce dont nous parle la pédagogie coopérative, ce dont nous parlait Célestin Freinet, c'est véritablement la possibilité donnée aux élèves d'agir sur ce qu'ils vivent et d'être véritablement pas simplement des auteurs, mais des acteurs des décisions, au sens de les mettre en œuvre et de les faire vivre et de vérifier est-ce qu'elles soient bien mises en œuvre. C'est en cela d'ailleurs que, dès lors qu'il y a des espaces de parole dans une école ou un collège, le fait que cet espace de parole existe, il continue à exister dans les moments où les élèves ne se réunissent pas. C'est-à-dire que les élèves, entre eux, ils savent très bien que s'il y a des problèmes, ils vont dire à leurs camarades, on en parlera au conseil d'élèves, on parlera au conseil. Et du coup, la possibilité de pouvoir de dialoguer ensemble dans un espace protégé, sécurisant, d'expression de ces idées, donne du pouvoir et quelque part sécurise les élèves et leur donne la possibilité d'avoir la garantie qu'ils seront entendus, perçus dans les émotions qu'ils ressentent face à des difficultés qu'ils rencontrent. Je ne veux pas trop parler, puisque j'imagine que mes propos doivent susciter des questions, et qu'il doit y avoir déjà des questions dans le chat. Alors, merci beaucoup. On va les remonter effectivement un petit peu. D'abord parce que ce milieu de l'école est effectivement un espace de travail, celui de l'école, et on a parlé d'enfants et d'élèves et l'équilibre des enfants, mais qui sont élèves. Il faut, quand on est enseignant, travailler avec l'élève, mais ne pas oublier l'enfant. Donc, il y avait une question au niveau étymologique sur enfant-élève et comment concilier ces deux aspects par rapport à la posture de l'enseignant, qui est enseignant, donc qui s'adresse à des élèves, mais ces élèves, ce sont aussi des enfants. Est-ce que vous pourriez apporter quelques éléments à ce sujet, Monsieur Marsollier? Voilà, étymologiquement, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, quoi, hein, on voit bien qu'il y a presque une sorte d'imprégnation presque transgénérationnelle, où jusqu'à la fin du 19e siècle, l'enfant, on ne le considérait pas comme une personne, et même on a considéré l'enfant comme une personne à partir des années 1970-1980. Grâce à certains psychanalystes, il faut le reconnaître. Et l'enfant a été très longtemps négligé et incompris, et du coup maltraité, ce qui fait dire à certains défenseurs de la condition enfantine que 100% des élèves sont l'objet de violences éducatives ordinaires parce qu'on leur attribue un manque des manques ou l'absence d'aptitudes qui sont infondées. C'est-à-dire que, en fait, l'enfant, il comprend bien avant de pouvoir s'exprimer, il comprend bien avant de pouvoir parler. Donc, si on néglige cela, eh bien, effectivement, on néglige l'enfant, on néglige l'élève. Et heureusement, la pédiatrie, la psychologie a fait énormément de progrès et on sait maintenant, quand on communique parfois même avec les enfants avant leur naissance, l'autonomie a été sans doute par ses possibilités de communication, par les gestes avec l'enfant lorsqu'il est in utero, une étape considérable dans
la découverte des capacités de l'enfant in utero à communiquer avec sa maman et, et avec son environnement. Sans aller jusque-là, on s'est rendu compte il y a maintenant une quarantaine d'années que on a tout intérêt à considérer les élèves comme des personnes, et c'est encore, je dirais, une voie sur laquelle il y a du chemin à accomplir, puisque trop d'adultes considèrent les enfants déjà non pas de manière unique comme des individus avec leur personnalité, mais souvent comme les membres d'un groupe. Et on appréhende leur classe comme une entité vivante. Et c'est vrai que gérer une classe, un groupe, c'est plus difficile. C'est pas uniquement la somme d'individus, mais c'est quelque chose de complexe, puisque c'est plus que la somme des individus. Donc il y a là un objet. Et il y aurait sans doute en formation à réfléchir en premier sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être enfant et aussi qu'être élève, puisque élève, ça vient enfin, moi je l'associe à élever, et du coup, l'élève, c'est celui que on élève au sens du verbe et que l'on va, d'une certaine manière, amener à sortir de sa condition, à s'élever au-dessus de sa condition de petit qui n'a pas encore toutes les possibilités, bien sûr, du fait de son immaturité physique et physiologique. Et c'est de ce point de vue-là, à mon avis, qu'il faut considérer l'élève comme un être qu'il faut porter plus haut par, justement, les expériences qu'on va lui amener à vivre et la confiance qu'on lui accorde. S'il y a bien autour de l'étymologie de ces notions-là quelque chose qui peut nous aider à grandir sur le plan pédagogique, c'est ce qu'on appelle le pédagogue et philosophe Carl Rogers appelait la considération positive inconditionnelle. Être en relation avec les élèves en étant dans une relation de considération positive et inconditionnelle, ou ce que Vladimir Yankelevitch, qui est un philosophe français, appelait l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Accepter inconditionnellement l'élève en tant que personne, de ce qu'il est, c'est quelque chose qui, dans le rapport à autrui, va venir conditionner radicalement le langage, la manière dont on s'exprime et la manière dont on va évaluer, dont on va accepter les difficultés de l'élève. Et ça me semble être philosophiquement une étape indispensable pour pouvoir accepter les difficultés, accepter les dérapages verbaux, les maladresses, accepter les incompétences, accepter l'élève là où il en est, quoi. Il y a autour de la notion d'acceptation quelque chose de très puissant, hein, d'accepter l'élève de manière inconditionnelle, quoi. Ça ne veut pas dire, et c'est là qu'il y a parfois des confusions, comme sur la considération positive et inconditionnelle, l'acceptation inconditionnelle de l'autre, c'est pas accepter tout ce que dit ou tout ce que fait l'élève, c'est accepter la personne de l'autre. Donc c'est l'accepter dans son altérité et faire ce travail intérieur de l'adulte qui va faire taire tout ce qui l'empêche d'accepter. Beaucoup d'adultes ont des problèmes, c'est bien normal, hein, ça fait partie aussi de la vie, des problèmes d'acceptation d'événements vécus, mais aussi d'acceptation de personnes. Et dans le métier même qui est le métier d'enseignant, accepter l'élève pour ce qu'il est en tant que personne, dans sa dignité, dans ses potentialités, et lui accorder toute sa confiance, ce qu'on appelle la confiance en l'éducabilité, cela correspond véritablement à une posture philosophique qui est pour moi indispensable à l'exercice du métier d'enseignant. Cette notion de Philippe Mérieux, la foi en l'éducabilité de l'autre, c'est une notion magnifique, hein, qui mérite d'être parfois rappelée et qui nous replace au cœur de ce que doit être une philosophie de l'éducation respectueuse de la condition enfantine. Et sur ce dernier point que vous venez d'évoquer, il y a deux questions qui sont évoquées dans le chat. Ce que vous disiez, c'est que ça peut être difficile de faire face justement à ces tensions dans une classe. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire
à des enseignants qui sont tentés ou qui sont pris par une forme de découragement ponctuellement face à toute l'énergie qu'ils mettent justement à essayer d'accepter l'élève au sein du groupe et d'accepter le groupe pour avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en leur disant que la relation, elle est fondamentale, et même si on sait que c'est difficile. Et puis une autre question qui est précisément sur celle de comment susciter ce dialogue dans la classe pour articuler le jeu avec le nous, parce que voilà, être enseignant, c'est faire travailler un groupe, et on sait que sans le groupe, on a du mal à avancer, mais ce groupe, il est aussi fait d'individualité. Donc voilà, sur ces questions très délicates et très complexes, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous? Ce sont des questions importantes. En tout cas, la première, elle me parle beaucoup. La deuxième est peut-être plus compliquée pour moi, mais la première me parle beaucoup au sens où c'est vraiment quelque chose que ressentent beaucoup d'enseignants. On a tous ressenti ça quand on a enseigné, des moments où on n'en peut plus parce que c'est difficile. C'est un métier extrêmement difficile. Je pense que c'est avec les métiers de la police, c'est des métiers extrêmement compliqués, extrêmement compliqués. Ce sont des métiers de la relation. Et, et donc, du coup, il y a quand même des règles d'or qui peuvent nous guider. Tout d'abord, lorsqu'on n'est pas bien, et vraiment pas bien, et que c'est dû au comportement des élèves, ça peut être intéressant par moment de le dire, mais pas de le dire à chaud, parce que très souvent, on va en parler à chaud, mais à froid, de dire combien c'est difficile et combien on a besoin que les élèves nous aident à les aider et nous aident à améliorer le climat de classe. Et en tout cas, c'est passe par le dialogue. Et très souvent, on va voir des enseignants dans les moments où émotionnellement c'est trop difficile, qui vont exploser émotionnellement et qui vont sortir du cadre dans lequel ils ont l'habitude de fonctionner et qui peuvent avoir des paroles qui peuvent être violentes. Non pas que ce soit inutile, mais quand ça se multiplie trop souvent, ça crée un climat qui est contraire à ce qui peut être favorable aux apprentissages et au bien-être des uns et des autres. Et du coup, il me semble qu'une des règles d'or, c'est d'essayer de parler collectivement, de partager collectivement, de chercher ensemble des solutions et de rappeler des fondamentaux. Et dans les fondamentaux, on en a quelques-uns, hein, des fondamentaux sur les règles qu'on a construites ensemble dans la classe et des règles de respect, mais aussi rappeler aussi la confiance que l'on accorde, leur donner la parole. S'il y a des élèves qui font du bruit, qui dérangent, c'est qu'en général, ce bruit, il est symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Soit parce que la pédagogie que propose l'enseignant n'est pas adaptée, soit parce qu'il propose des activités qui n'ont pas beaucoup de sens, mais aussi de l'autre côté, soit parce que des élèves sont en véritable souffrance. En souffrance par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la classe, aux tensions qu'il y a dans la classe. Donc, s'il y a comme cela beaucoup de tensions dans la classe, il faut en discuter collectivement, faire un moment spécifique, pas à chaud, mais à froid, si possible. Alors parfois, on n'a pas la possibilité de le faire autrement qu'à chaud. Dans ce cas-là, essayer de prendre un petit peu de distance dans l'immédiat et prendre ce quart d'heure, ces 20 minutes qui vont permettre, on ne sait pas du temps de perdu, d'en gagner après, parce qu'on va avoir formulé un certain nombre de faits, et notamment, il y a en termes je crois que les travaux dans le champ de la recherche ont permis d'avancer à ce niveau-là, quelques points à repère qui peuvent vous être utiles, que vous connaissez, mais je me permets de les rappeler. C'est tout d'abord d'établir les faits ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit tendu? Alors, établir les faits. Ensuite, deuxième chose, on peut aussi, sans parler directement sur les faits, j'observe, voilà, il y a eu tel comportement. Qu'est-ce que vous ressentez? Aller sur le terrain des émotions, parce que des élèves qui arrivent à nommer leurs émotions, c'est des élèves qui vont déjà aller mieux. Et puis derrière, ça nous emmène, que ce soit les faits ou les émotions, les deux de toute façon doivent être exprimés, aller sur le terrain des besoins fondamentaux. Quels sont les besoins qui font que vous n'êtes pas bien? C'est un besoin de parler, c'est un besoin d'être reconnu, c'est parce qu'il y avait de l'injustice, c'est un besoin d'être sécurisé, c'est quoi le besoin? Et donc du coup, les élèves, ça va être un petit peu plus dur en général d'y accéder, mais ce sont des grands, ils vont y accéder plus facilement que les petits. Mais c'est très souvent les mêmes besoins, c'est le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de justice, c'est le besoin de dialogue, le besoin de considération, d'être écouté, d'être apprécié. Et c'est parfois le besoin d'être beaucoup plus en sécurité parce que effectivement, ce qui a été mis en place est trop insécurisant, ou qu'il y a des élèves dans la classe qui agressent les autres, et que
il y a des élèves qui se sentent mal. Donc, on est en général sur ces besoins fondamentaux qui sont toujours les mêmes et qui sont ceux qui mettent à mal les élèves. Et alors, bien sûr, dans ces besoins, il y a aussi beaucoup de choses vécues par des élèves et qui sont liées à ce qu'ils vivent sur le plan privé, hein, dans leur vie personnelle. On a dans certains quartiers, des élèves qui vivent beaucoup de violences inter-individuelles entre eux, et surtout de la violence éducative ordinaire, intrafamiliale, qui fait que ce sont des enfants qui grandissent beaucoup dans la violence éducative ordinaire et dans l'adversité chronique. Et ce sont des élèves extrêmement réactifs parce qu'ils ont des besoins fondamentaux complètement insatisfaits, et ils ont besoin d'écoute, de considération. Alors je vois que c'est Madame Slimani qui parle de présence à soi, aux autres. C'est effectivement essentiel, hein. La qualité dans la relation, vous avez quelques grands leviers, et cela en fait partie, hein, la présence, le fait d'être bien ancré, de ne pas déborder sur le plan émotionnel, et de donner sereinement la possibilité aux élèves de parler, du coup d'être présents à eux-mêmes, d'accorder de l'importance, de valoriser leurs propos, leur donner une qualité d'écoute, va permettre d'exercer cette éthique de la présence qui fluidifie les relations et qui permettent aux élèves de se sentir écoutés, reconnus. Lorsqu'on a fait, dans le cadre du séminaire national sur les vulnérabilités, on a fait venir Madame Virginie Muniglia, qui est une sociologue qui travaille à l'école des hautes études en santé. Eh bien, elle a mené des travaux sur les vulnérabilités, et en travaillant auprès des jeunes les plus vulnérables, et il y en a beaucoup dans le champ de l'éducation prioritaire, ils ont découvert avec d'autres chercheurs, elle a découvert avec d'autres chercheurs que l'un des plus grands besoins qu'éprouvent les jeunes pour aller mieux, c'est de trouver chez les adultes la capacité à ce qu'on s'intéresse à eux. C'est-à-dire que ils veulent inconsciemment, que l'adulte reconnaisse la singularité de qui ils sont et de ce qu'ils vivent comme de difficile dans leur vie personnelle, et que l'adulte s'intéresse à eux. Et tant que l'adulte est dans le traitement de leurs difficultés au même titre que le traitement des autres, pour un élève qui va bien et qui dérape à un moment donné, c'est pas gênant, il va tout de suite rectifier. Mais pour tous ces élèves, et ils sont très nombreux, qui sont vulnérabilisés par ce qu'ils vivent, qui sont blessés, qui sont exposés à des risques de grande vulnérabilité liés à ce qu'ils vivent beaucoup dans leur quartier et dans leur famille, ce sont des élèves qui ont besoin qu'on les comprenne dans ce qu'ils vivent de particulier, et qu'on y accorde de l'importance et de la valeur. Et tant qu'on est dedans, ils gardent la tête hors de l'eau et se sentent écoutés. Ça leur donne c'est comme si ça les oxygénait, quoi. Ça leur donne la possibilité de rester en vie, d'une certaine manière, psychiquement. Sinon, c'est l'implosion, et ça se traduit par des comportements qui peuvent être des comportements qui sont symptomatiques. Oui. Alors, Madame Slimani parle de l'ouvrage d'Éric Préra, Éduquer avec tact. C'est un ouvrage qui est un peu difficile quand même, hein. Effectivement, c'est une très très belle notion qu'on a un peu perdue, la notion du tact, qui est la capacité à réagir et à avoir les bons gestes, et les bons mots au bon moment, en s'adaptant à chaque personne. Donc effectivement, elle est très proche de cette notion, hein, de s'intéresser à l'élève, mais c'est pas quand même la même chose. C'est-à-dire que c'est deux notions très proches, très complémentaires pour moi, hein. Et S'exprimer avec tact, oui. Mais ça se pardon, recoupe. oui, et sur cette question-là, Anne-Laure Fourmont parlait aussi de la capacité à accueillir l'imprévu, qui peut énormément déstabiliser un enseignant. Et justement, comment faire face à l'imprévu. Alors, ça rejoint peut-être cette idée de tact, de souplesse, de flexibilité, de réaction bien dosée, dans de bonnes conditions, en étant toujours à l'écoute. Mais voilà, il y avait une question aussi sur, pour bien vivre la relation, quelle était la capacité à gérer l'imprévu, puisqu'une classe, c'est aussi une succession d'imprévus. Oui, alors je ne sais pas si Madame Fourmont l'a employé, c'est le terme d'accueil, hein. C'est-à-dire
Alors, elle dit accueillir, oui, c'est ça, Et accueillir voilà, c'est très l'imprévu bien. dans la classe, oui. Voilà, et la notion d'accueil est extrêmement importante, hein. Un enseignant qui veut développer une qualité de la relation, il va devoir travailler sur la qualité de l'accueil. Accueillir l'imprévu, c'est accueillir les émotions, c'est accueillir les idées, c'est accueillir l'inattendu, et c'est aussi, dans l'accueillir l'imprévu, c'est accueillir ce qui pour soi, a priori, n'avait pas sa place, quoi. Et ce qui est inattendu et ce qui n'a pas été pensé à l'avance, ce qui n'est pas habituel. Et ça, c'est du coup accueillir l'élève dans ce qu'il a de singulier. Donc effectivement, ça rejoint complètement. Et Madame Fourmont nomme le très bel ouvrage effectivement de Mireille Sifali, Un métier impossible. Éduquer un métier impossible, c'est effectivement Mireille Sifali, qui est sans doute une des plus grandes cliniciennes, hein, dans le champ de l'éducation. Elle a justement merveilleusement écrit et décrit et analysé ce que peuvent être ces compétences qui permettent à l'élève de s'épanouir, de se sentir en sécurité psychologique auprès d'un adulte à travers toutes ces aptitudes que sont l'accueil, la considération positive inconditionnelle, l'écoute active, l'exigence bienveillante, tout ce qui va permettre à un élève de pouvoir apprendre à devenir lui-même en toute sécurité, quoi. Et même si Mireille Sifali, est-ce que bon, vous savez qu'elle elle donne quasiment plus de conférences, hein, elle est en retraite, mais elle publie encore très ponctuellement, et elle, dans un de ses articles parus dans les cahiers pédagogiques, le numéro de 2022 sur le bien-être, elle, elle s'interroge si il faut utiliser si le bien-être est une notion indispensable ou pas, utile ou pas, parce qu'elle l'a jamais utilisé. Et contrairement à ce qu'elle pense, je pense qu'il est utile. Parce que dès lors notamment lorsqu'il s'agit de concepts, et le bien-être est un concept, lorsqu'on conceptualise autour du bien-être et qu'on développe la notion, on ouvre un champ et un univers, notamment par exemple en mettant en perspective le bien-être hédonique et le bien-être démonique, deux conceptions qui sont pas convergentes et qui permettent de distinguer et de faire taire des peurs. À l'école, les opposants au bien-être à l'école, comme condition essentielle pour réussir pour les élèves les plus fragiles notamment, ils ont peur parce qu'ils voient dans le développement du bien-être à l'école le développement de l'hédonisme. Or, ce dont il est question, sans que ce soit explicitement dit, c'est de défendre le bien-être eudémonique, c'est-à-dire ce bien-être que l'on ressent lorsqu'on est intéressé, captivé ou complètement absorbé par l'intérêt d'une activité que nous propose l'enseignant. Alors ça, on va le retrouver effectivement dans les pédagogies coopératives, pédagogie institutionnelle, mais aussi parfois dans un enseignement magistral, où l'enseignant propose des exercices qui sont tout à fait adaptés aux élèves. Les élèves sont tellement intéressés qu'ils en oublient les contraintes et vont dire « Ah tiens, ça vient de sonner ». Et déjà, c'est l'indicateur comme quoi ils étaient dans une forme de bien-être démonique, c'est-à-dire une forme de bien-être où on oublie. C'est ce qu'on appelle l'expérience autotélique. On oublie, c'est l'expérience du bien-être optimal qui conjugue le bien-être cognitif, émotionnel, psychologique et physique. Oui. Mais pour autant, j'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas d'accord sur ce sujet avec Mireille Sifali. Enfin, pas d'accord. Elle ne dit pas qu'elle est opposée, hein, mais visiblement, elle ne voit pas trop l'intérêt dans son article de développer le concept de bien-être, alors que moi, j'y vois beaucoup d'intérêt. Et plus je l'explore, plus je le trouve intéressant. Et on voit d'ailleurs qu'il y a 5 ou 10 ans, on n'était pas encore prêt dans l'éducation nationale à cultiver la notion, alors que maintenant, même si on a une minorité d'opposants, on sent que c'est une notion qui parle à beaucoup. Et notamment, et ce que je découvre en circulant dans le pays, c'est que c'est une notion qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Et il y a on a tellement travaillé sur des problèmes, les enseignants travaillent tellement sur des problèmes de harcèlement, de décrochage, de radicalisation. Et là, on est sur un sujet qui est positif. Et je crois que le monde enseignant a beaucoup besoin de se retrouver autour de quelque chose qui donne de l'espérance, quoi. Et dans un métier qui est devenu vraiment difficile. Et le titre, j'aime beaucoup ce titre de Mireille Sifali, Un métier impossible. Ouais, il peut devenir impossible
si lorsqu'on n'a pas suffisamment le temps de se former, de lire, de s'interroger, ou qu'on est fatigué, épuisé, qu'on se donne trop et qu'on n'a plus en disponibilité, pour reprendre un terme qu'a proposé Madame Slimani, cette notion de disponibilité, de se rendre disponible, en tout cas de se rendre présent, la qualité de la présence qui suppose la qualité et la disponibilité à soi et à l'autre. Oui. Alors, il y a Marie qui pose une question sur le travail dans les INSPE, donc juste pour lui dire que les formations qui sont choisies dans les INSPE sont très variables d'un INSPE à l'autre. En tout cas, à Créteil, dans un certain nombre de disciplines, on valorise beaucoup aussi l'analyse de pratiques professionnelles auprès des jeunes enseignants qui interrogent justement cette relation humaine à travers des pratiques d'analyse professionnelle, ce qui est aussi intéressant. Mais là, c'est à chaque INSPE de penser son offre de formation et les axes de formation qu'ils choisissent dans un cadrage bien sûr national. Voilà, il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. Beaucoup de partage de ressources qu'on mettra sur la synthèse avec l'enregistrement. Voilà, et encore un immense merci à vous. Peut-être quelques mots de fin pour clôturer le webinaire. Monsieur Marsollier, on s'est permis de mettre 2 citations qu'on trouvait intéressantes. Voilà, une d'Albert Camus, l'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. Et une autre de Philippe Mérieux, la question n'est pas quel monde laisserons-nous à nos enfants, mais quels enfants laisserons-nous au monde. Voilà, quelques mots de fin. Mais ces 2 questions me laissent un frisson dans le dos, parce que elles sont d'une cruelle actualité, et jamais elles n'ont eu autant de sens qu'aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté, les grands défis de l'école que vous posez en choisissant ces citations, qui sont celles d'arriver à avoir suffisamment de lucidité, non pas pour les amener à vivre, à deviner dans le monde dans lequel ils vivront, mais essayer de faire en sorte de les aider à créer le monde dans lequel ils veulent vivre, de les rendre acteurs du monde de demain. Et du coup, je crois beaucoup dans la puissance des pédagogies qui responsabilisent, parce que nous aurons vraiment grand besoin d'adultes responsables, d'adultes engagés, d'adultes qui n'aient pas peur de prendre leurs responsabilités, d'exercer leur liberté d'opinion, et pour quelque part contribuer à penser le monde de demain. Mais ce sont des questions qui nous laissent un peu sans mots, hein. Il y a des citations qui nous laissent sans mots. En tout cas, merci de votre écoute. Oui. Merci. Juste un conseil à un jeune professeur. Il y en avait connecté, j'ai retrouvé des noms là que je connais bien parce que je sais qu'ils sont stagiaires ou néo-titulaires. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune enseignant qui a choisi de s'engager et voilà, qui commence à naviguer dans ce monde très complexe où il faut trouver son équilibre? Une petite phrase pour eux. Alors, la conseil que je vais vous donner, que la vie m'a fait conscientiser et vérifier, c'est que là, vous allez être efficace et là, vous allez vous épanouir. C'est là où vous allez aller en vous laissant guider par ce qui vous met en joie, c'est-à-dire aller vers les lectures, les idées qui vous réjouissent, qui vous mettent en joie, les hypothèses, les méthodes, les pratiques qui vous parlent à vous. Essayez pas de faire ce qu'on vous demande de faire, absolument de faire, comme étant la priorité à suivre. Bien sûr que vous êtes agent du service public, donc vous devez, bien sûr, un certain nombre, il y a des réformes à mettre en œuvre, on vous le demande d'être acteur, mais suivez aussi vos intuitions dans la manière de faire. Et c'est beaucoup dans la manière. Et donc ce critère de la joie est un critère sur lequel je ne peux pas développer, mais qui est un critère essentiel, parce que c'est celui qui vous permet de rester aligné et de rester créatif, créateur et créatif. Et quand on est dans la joie, eh bien, on est beaucoup plus inspiré, et les paroles et à la fois les actes que l'on produit ont beaucoup plus d'impact pour les autres. Et on dit très souvent que les bonnes paroles, les bonnes pratiques sont des paroles et des pratiques qui ont de l'impact et de l'efficacité.
mais elles en ont parce que ce sont celles qui sont bonnes pour nous. Du coup, on est dans la joie et quand on les exprime, elles nous paraissent bonnes et c'est pour ça qu'on les transmet. Donc, cette forme de tautologie que je vous transmets là, à travers laquelle je vous invite à vous laisser guider par votre joie, vous en ferez l'expérience, j'imagine, vous en avez déjà fait l'expérience. C'est manifestement une leçon de vie sur laquelle on n'a pas trop d'explications, mais qui, de mon point de vue, peut être quelque chose de précieux à conserver dans son cœur. Voilà. Eh ben, merci pour ces très jolis mots de fin d'intervention. Merci beaucoup, Monsieur Marsoulier, d'avoir pris le temps. Donc, tout le monde pourra retrouver le partage du webinaire en ligne. Merci à tous nos témoins pour ce cheminement qu'ils font et pour cette place qu'ils donnent à leurs élèves. Voilà quelques prochains rendez-vous qui vous sont proposés par la Cardie de Créteil. Le 24 mai prochain, une journée académique de l'innovation avec plein de témoignages incarnés, plein d'expériences à partager. Le mercredi 7 juin, un autre webinaire autour de la question de l'autonomie des élèves qui a été un petit peu évoqué aujourd'hui. Et puis, vous retrouvez toutes les ressources sur le site, la journée académique des pratiques ludiques, le webinaire de Michel Tozzi quand on a parlé de la place de la parole de l'élève, ou encore l'intervention de Lucie Mottier-Lopez de Genève sur l'évaluation des projets et l'impact des projets que vous mettez en place. Voilà. Un immense merci à vous tous d'avoir été parmi nous et très belle fin de journée. Un petit peu en avance, de beaux congés de printemps qui vont finir par arriver, en tout cas pour Créteil. On les attend. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci pour tous vos témoignages de gratitude et merci Madame Kitten. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.